Les enzymes sont des catalyseurs très spécialisés. Nous allons essayer de mettre en évidence dans ce cours les deux spécialisations enzymatiques que sont la spécificité de substrat et la spécificité d'action. Donc, deux propriétés que possèdent les enzymes à mettre en évidence. Nous savons que dans une cellule, on rappelle qu'une cellule c'est une unité structurale et fonctionnelle qui caractérise le vivant. La cellule est vivante parce qu'il y a une structure, mais surtout parce qu'il y a à l'intérieur de cette structure un métabolisme. Donc il y a des différents composants et il y a un ensemble de réactions chimiques que l'on appelle le métabolisme. Et ce métabolisme cellulaire, il est composé de très très nombreuses voies métaboliques qui sont plus ou moins interconnectées entre elles. Alors, pour assurer ce fonctionnement, les cellules possèdent un nombre très important d'enzymes qui proviennent elles-mêmes du codage, enfin de l'expression entre guillemets d'autant de gènes que de protéines enzymatiques globalement. Et donc, il y a des milliers d'enzymes qui sont toutes différentes les unes des autres. Alors, on dit une enzyme. Avant, on disait un enzyme, autrefois. On dit une enzyme. Donc, voilà. Donc, on a un métabolisme avec de très nombreuses réactions chimiques. Et comme la plupart des réactions chimiques ont besoin d'une catalyse, donc qu'elle soit catalysée pour que la réaction puisse se faire, eh bien l'action catalytique se fait justement par des molécules biologiques que l'on appelle des enzymes. Et on dit donc on parle de réactions biochimiques qui sont effectuées grâce à l'arsenal enzymatique que possède une cellule. Et les cellules spécialisées possèdent un arsenal différent les unes des autres. Donc nous allons essayer d'expliquer en quoi cette grande diversité de l'équipement enzymatique d'une cellule permet à l'ensemble des réactions métaboliques de l'organisme, à l'ensemble des réactions chimiques, de se dérouler. Alors nous allons voir d'abord qu'il y a une spécificité de substrat. Ça veut dire qu'une enzyme, on va le découvrir ensemble après, je ne vais pas trop dévoiler les choses. Et ensuite, nous verrons qu'il y a une spécificité d'action. Donc à chaque réaction, il y a une enzyme particulière. Alors, commençons par la spécificité de substrat. Alors, il est possible de faire une activité pratique, donc très simple au laboratoire. Vous prenez une enzyme particulière qui est une pepsine. Donc la pepsine, elle est produite par l'estomac. L'amylase, elle, qui est produite, alors il y a l'amylase pancréatique, on peut avoir l'amylase salivaire ici, au niveau des glandes salivaires. Donc si vous appuyez, vous avez de la salive qui arrive dans la bouche et vous avez de l'amylase salivaire qui va pouvoir commencer à décomposer, par exemple, l'amidon, le pain, la pomme de terre. Bon. Donc l'amylase intervient dans l'hydrolyse de certaines molécules, donc macromolécules alimentaires, en des nutriments qui sont relativement solubles. Ça veut dire que ce soit la pepsine ou l'amylase, eh bien, à chacune son aliment qu'elle va dégrader, on va dire digérer, entre guillemets, en nutriments spécifiques de l'aliment, évidemment. Si vous prenez par exemple un morceau de viande, eh bien la viande c'est l'aliment, et le nutriment qui résultera suite à la digestion de la viande s'appellera acide aminé. Et l'acide aminé est un nutriment qui passera dans le sang au niveau des microvillosités intestinales pour rejoindre la circulation sanguine et aller ensuite nourrir toutes les cellules de l'organisme. Si on prend l'amylase, elle va digérer par exemple de l'amidon. L'amidon c'est l'aliment. Par exemple, si vous mangez un morceau de pomme de terre, c'est bien l'aliment. Et la digestion de l'amidon, donc de la pomme de terre, va donner par exemple une molécule de glucose.
eh bien ce glucose va aller, donc c'est un nutriment, il va traverser les villosités intestinales pour aller dans le sang, au niveau des capillaires sanguins qui sont dans le coin, là, pour aller rejoindre également la circulation générale et aller nourrir l'ensemble des cellules. Donc les cellules reçoivent de ce fait-là, grâce à la pepsine, par exemple, et grâce à l'amylase, donc des différents types de nutriments. Alors, donc la pepsine est une enzyme, je répète, produite par l'estomac, et l'amylase est une enzyme qui va également intervenir pour hydrolyser des macromolécules alimentaires pour former des nutriments qui seront solubles et pourront rejoindre le réseau sanguin. Alors, donc vous allez pouvoir, dans l'imagination en tout cas, en réalité si vous êtes au laboratoire évidemment, faire l'expérience suivante, et cette expérience, l'objectif de cette expérience sera de déterminer si les deux enzymes amylase et pepsine vont catalyser les mêmes substrats. Alors, c'est quoi un substrat? Si vous prenez une pomme de terre, elle est transformée, je vous ai dit, grâce à l'amylase, en glucose. Alors, on va dire que la pomme de terre, c'est le substrat. Alors, c'est pas la pomme de terre qui est le substrat. La pomme de terre, c'est l'aliment. Mais la pomme de terre est composée d'amidon. Donc, on va dire que l'amidon, c'est un polymère de glucose. Donc, on va dire que l'amidon est le substrat et le glucose est le produit. Donc ça veut dire que le substrat est transformé en produit grâce à l'amylase. Et on ferait pareil pour la pepsine. Mais pas pour l'amidon évidemment, mais pour, admettons, on pourrait prendre de l'ovalbumine. Alors, l'ovalbumine, ça provient de l'œuf. Par exemple, le blanc de l'œuf, c'est de l'ovalbumine. Donc c'est... Voilà. Alors, donc c'est une protéine, entre parenthèses. Alors, l'expérience donc a pour objectif de déterminer si les deux enzymes vont pouvoir agir sur le même substrat. Pour ça, on va prendre 6 tubes à essai et on va disposer les produits suivants. Un précipité d'ovalbumine, donc qui est la protéine du blanc d'œuf. On va prendre de l'ampoule d'amidon, donc ce sera de l'amidon en fin de compte. De l'amylase salivaire ou pancréatique, bon bref, peu importe, de l'amylase, ça peut être sous forme de comprimé également, comprimé d'amylase, donc de l'amylase, de la pepsine et de l'acide dilué. Et donc vous pourriez préparer par exemple 6 tubes en réalisant les mélanges indiqués dans le tableau, je vais vous en parler après, et vous ajouterez éventuellement 4 ml de substrat, vous vous souvenez. Alors le substrat, ça peut être l'amidon ou l'ovalbumine. Donc vous ajoutez 4 ml de substrat et 20 gouttes de solution enzymatique ou de l'eau, si on ne met pas d'enzyme. Donc suivant les cas, on met de l'eau ou on ne met pas d'eau. Il y a un seul tube où on mettra de l'eau et pas d'enzyme en fait. Bon. Alors, il y a 2 tubes où on mettra de l'eau et pas d'enzyme. Alors, ensuite vous allez, alors je vais vous donner la composition après. Là pour l'instant je vous dis, vous avez rempli les tubes d'une certaine façon avec un contenu bien précis. Et ensuite il faudrait placer les tubes au bain-marie, environ 20 minutes à 35 degrés, 35-37 degrés. Et à la fin de l'expérience, il faudrait ajouter de l'eau iodée à certains tubes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute un petit peu d'acide? Parce que la pepsine, elle n'agit qu'en milieu acide. Donc en rajoutant dans certains tubes un petit peu de quelques gouttes d'acide dans les tubes, je vais vous en parler après, eh bien ça va abaisser le pH et favoriser l'action de la pepsine. N'oubliez pas que la pepsine provient de l'estomac et que dans l'estomac, le pH est très acide puisqu'il est de 2. Sur une échelle de 1 à 14, en passant par 7 la neutralité, eh bien un pH de 2 est un pH très acide. Or, vous avez la pepsine qui agit, qui a son action catalytique et biocatalytique donc dans l'estomac, donc elle agit bien en milieu acide. C'est pour ça qu'on acidifie un petit peu le milieu lorsque l'on mettra la pepsine. Alors voilà, on met quoi dans les tubes? Alors, 2 substrats, 2 types de substrats.
alors je ne vous révèle pas trop les choses, mais de l'ovalbumine ou alors de la pepsine. Deux types d'enzymes, non, pas de l'ovalbumine ou de l'amidon. Et les deux types d'enzymes, c'est soit la pepsine, soit l'amylase. Alors dans le tube numéro 1, vous mettriez de l'ovalbumine, donc une protéine du blanc d'œuf, et vous rajoutez de la pepsine. Donc vous voyez, ovalbumine, pepsine dans le tube numéro 1. Dans le tube numéro 2, vous laissez de l'albumine et vous mettez de l'amylase. Alors vous avez remarqué, dans le tube numéro 1, on met la pepsine, mais on ne met pas de l'amylase, on ne mélange pas les deux. Puisqu'on veut voir, par exemple, si la pepsine et l'amylase agissent toutes les deux sur l'ovalbumine ou pas. Donc on met de l'ovalbumine dans le tube 1 et de la pepsine toute seule, et dans le tube numéro 2, on met de l'ovalbumine et de l'amylase toute seule. Et comme témoin, on mettra de l'ovalbumine dans le tube numéro 3 avec de l'eau, simplement de l'eau. Ensuite, dans le tube numéro 4, c'est le même principe, mais le substrat, c'est l'amidon. Donc on met dans le tube numéro 4 de l'amidon avec tube numéro 4, ouais. Donc de l'amidon avec de la pepsine. Dans le tube numéro 5, on met de l'amidon et de l'amylase. Et dans le tube numéro 6, on met de l'amidon et de l'eau. Voilà, ça sert de témoin. Donc on a 3 tubes ovalbumine, 3 tubes amidon, avec chaque fois pepsine ou amylase ou de l'eau. Quels sont les résultats? Alors n'oubliez pas qu'on essaie de voir si la pepsine et l'amylase vont agir toutes les deux sur l'ovalbumine ou pas. Si elles agissent toutes les deux sur l'ovalbumine, ça voudrait dire qu'on n'a pas de spécificité de substrat. Les substrats, c'est l'ovalbumine et l'amidon. Donc c'est qu'on n'aurait pas de spécificité de substrat. Mais si par contre l'ovalbumine est digérée par l'une et pas par l'autre, imaginons qu'elle soit digérée par la pepsine, et pas par l'amylase, ça voudrait dire que la pepsine a une spécificité de substrat, elle ne fixe que l'ovalbumine. Si par contre c'est l'amylase qui dégrade entièrement en nutriments l'ovalbumine, ça voudrait dire que l'amylase a une spécificité de substrat vis-à-vis de l'albumine et pas la pepsine. Et on fait le même raisonnement pour l'amidon. Je vous invite à le faire tout seul, vous mettez sur pause, essayez de prévoir les résultats. Alors voici les résultats. On regarde l'aspect des tubes à essai et on regarde la couleur, la transparence, etc. Dans le tube numéro 1, le contenu est transparent. Dans le tube numéro 3 où il y avait de l'ovalbumine et de l'eau, le tube il est blanc. L'intérieur est blanc et on ne voit pas à travers, donc c'est opaque. Donc ça veut dire que, en fait, lorsque l'on a mis de l'albumine, l'albumine est restée. Lorsque l'on a mis ovalbumine et eau, admettons, on dit que le tube il est tout blanc. Ça veut dire que la digestion de l'ovalbumine ne s'est pas faite, ça veut dire que l'eau n'a aucune action. Et l'ovalbumine ne se dégrade pas spontanément en nutriments. Donc ça veut dire tout simplement que l'ovalbumine est restée. C'est-à-dire que l'équivalent aliment, puisque c'est du blanc d'œuf, mais c'est une protéine en fait, n'a pas été dégradé en acide aminé. Si on regarde le tube numéro 2, où on a mis de l'ovalbumine et de l'amylase, on s'aperçoit que c'est comme le tube témoin, le contenu est complètement blanc, complètement opaque. Donc l'ovalbumine n'a pas été digérée. Donc il n'y a que dans le tube numéro 1 que l'ovalbumine a été digérée entièrement. Alors on le sait en protéines, mais ce n'est pas écrit sur le tube à essai. Mais comme le tube à essai est devenu transparent, l'ovalbumine a été complètement transformée en nutriments par l'enzyme pepsine. Donc ça veut dire qu'on a ovalbumine qui donne des acides aminés sous l'action de la pepsine, mais pas sous l'action de l'amylase. Donc ça veut dire que la pepsine fixe de manière spécifique l'ovalbumine, mais pas l'amylase. Enfin, l'amylase ne fixe pas l'ovalbumine. Là, vous comprenez bien qu'on a bien une spécificité de substrat. Ovalbumine, mais pas... Enfin, la pepsine fixe l'ovalbumine,
mais pas l'amylase. Mais l'amylase ne fixe pas l'ovalbumine. Bon. Alors, on fait le même raisonnement pour l'amidon. Alors, on regarde le tube numéro 4 et on s'aperçoit qu'il est complètement noirâtre. Donc, ça veut dire que dans le tube numéro 4, on avait mis amidon et pepsine. Ça veut dire que la pepsine n'a absolument pas dégradé l'amidon. Et dans le tube numéro 6, où on avait mis amidon et eau, c'est complètement noirâtre, donc il n'y a pas eu de... Donc c'est complètement opaque. Hein, alors, ce qui rend noir, violet foncé noir, le tube ASC, c'est l'eau iodée. L'eau iodée qui est caractéristique de l'amidon, en fait. Donc si on met une goutte d'eau iodée sur une pomme de terre, ça va devenir tout noir, si on met de l'eau iodée. Donc ça voudrait dire qu'il y a de l'amidon. Là, dans les tubes à essai, s'ils sont restés tout noirs, si on met de l'eau iodée, ça veut dire que c'est resté sous forme d'amidon, que l'amidon n'a pas été transformé en glucose. Dans le tube numéro 5, où on met de l'amidon et de l'amylase, le tube est devenu transparent et jaunâtre en même temps. Alors jaunâtre, c'est la couleur, voilà, qui montre que, enfin, l'espèce de transparence montre que l'amidon n'existe plus, puisque sinon la couleur serait noire, ou marron, ou violet foncé. Donc dans le tube numéro 5, eh bien, il y a bien eu la digestion de l'amidon par l'amylase salivaire. Mais dans le tube numéro 4, la pepsine n'a pas digéré l'amidon, c'est-à-dire n'a pas biocatalysé la transformation de l'amidon en glucose. Donc là, encore une fois, on a bien une spécificité de substrat de l'amylase vis-à-vis de l'amidon. Bon. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, notre cours, l'objectif, c'est de mettre en évidence la double spécificité des enzymes. Donc là, on a mis la spécificité de substrat en avant. Donc, si on résume, la pepsine peut fixer l'ovalbumine et il y aura ensuite catalyse de l'ovalbumine pour donner un produit qui sera un acide aminé. Et l'amylase ne fixe pas l'ovalbumine, donc il y a bien une spécificité de substrat de la pepsine vis-à-vis de l'ovalbumine. Et si on raisonne pour l'amidon, l'amylase a permis la catalyse, la biocatalyse de l'amidon, qui est le substrat, en un produit qui est le glucose. Donc on a bien une spécificité de substrat, puisque la pepsine, elle, ne fixe pas l'amidon. Bon, je pense que les choses sont claires. Alors maintenant, passons à une visualisation moléculaire du mode d'action de la pepsine grâce à un logiciel que l'on appelle par exemple LibMol, L-I-B-M-O-L. Alors je ne vais pas vous le faire. Prenez votre ordinateur, allez ouvrir LibMol, essayez de mettre dans LibMol la pepsine avec son substrat, une protéine, bon, et puis essayez de voir à quel endroit il y a fixation de l'ovalbumine ou d'une protéine. Bon. Donc ça veut dire que la pepsine, elle, va fixer le substrat, donc une protéine, et cette protéine est bien insérée dans un site que l'on appelle le site actif. Alors, le site actif, hein, c'est un site qui aura une spécificité de fixation du substrat, une spécificité d'action ensuite. Ça veut dire qu'il y a, d'une part, il y a la fixation du substrat et dans le site actif, et d'autre part, il y a l'action, c'est-à-dire la catalyse, qui fait que le substrat est transformé en produit. Donc, dans un site actif, il y a deux choses, en fait. Mais là, ce que l'on met, c'est uniquement en évidence la spécificité de substrat, mais sachant qu'il y a également une action. Il faut bien l'avoir dans la tête. Donc la pepsine fixe le substrat, qui est une protéine dans ce cas-là, de manière spécifique. Par exemple, ça peut être de l'ovalbumine, et puis la biocatalyse va se faire. Et donc on peut avoir, au niveau du site de
fixation, un acide aminé qui va pouvoir catalyser l'hydrolyse de l'amidon en... Pas l'hydrolyse de l'amidon, mais l'hydrolyse de l'ovalbumine en acide aminé. Attention, si je dis des bêtises, il faut me rectifier. Alors, il y a eu, donc en 1894, un scientifique a eu une intuition, une certaine intuition, en 1894. Après avoir démontré que deux réactions impliquant deux glucides qui ne diffèrent que par la position de quelques atomes ne sont pas catalysées par la même enzyme, Emil Fischer, un savant allemand, prix Nobel de chimie en 1902, a écrit le texte suivant. L'action des enzymes, limitée à quelques glucines, pourrait s'expliquer en supposant que c'est uniquement le cas d'une structure géométrique similaire, que les molécules, c'est-à-dire enzymes et substrats, peuvent s'approcher suffisamment l'une de l'autre pour initier une réaction chimique. Pour emprunter une métaphore, je dirais qu'enzymes et glucosides doivent s'ajuster l'un à l'autre comme une clé à une serrure, de façon à produire une transformation chimique entre eux. Donc voilà, donc ce savant, Emil Fischer, résume bien, donc à partir de son intuition, il résume bien une réalité. Ça veut dire qu'au niveau de l'enzyme, il y a un endroit, en fait, qu'on appelle un site actif, et au niveau de ce site actif, le substrat va venir se fixer. Et ce sera le même principe pour toutes les enzymes. Alors, essayons maintenant de raisonner par rapport aux réactions qui peuvent se faire au niveau du site actif. Alors, nous savons que le glucose, nous l'avons vu dans un autre cours, que le glucose est un intermédiaire de différentes voies métaboliques, en fait. Le glucose, qui peut être transformé en glucose 6-phosphate, relativement plus stable, on va dire. Par exemple, il peut être exporté selon une voie métabolique numéro 1. Alors, on va dire dans l'ordre que le glucose 6-phosphate peut être transformé sous forme d'énergie. Donc, ça veut dire que si on oxyde le glucose, il y a formation d'énergie, sous forme de molécules d'ADP, ATP, etc. Bon. Bref, on n'en parle pas. Donc, c'est l'oxydation du glucose qui donne de l'énergie. Donc, ça peut être une première voie métabolique. Ce glucose peut être stocké. Si vous prenez une pomme de terre, c'est bien un stockage de glucose sous forme de molécules d'amidon. Donc, c'est la pomme de terre. Donc, c'est une deuxième voie métabolique. Troisième voie métabolique, c'est que le glucose 6-phosphate, ou le glucose tout court, peut intervenir dans la biosynthèse d'autres molécules. Donc, ça correspond à d'autres voies métaboliques numéro 3. Et puis, ce glucose peut être exporté. Bon, c'est une voie métabolique numéro 4. Donc, le glucose, c'est une molécule qui est très importante pour le métabolisme de nos cellules. Mais une fois qu'il est absorbé, le glucose, en général, il ne reste pas sous forme de glucose, c'est 6H12O6, mais il est phosphorylé. Et il est transformé, de ce fait-là, puisqu'il est phosphorylé en position numéro 6, donc en glucose 6-phosphate. Cette molécule correspond à une voie métabolique qui peut avoir des destinées différentes, comme je vous l'ai dit, donc soit énergie, soit stockage, soit synthèse, soit exportation. Et donc au sein de la cellule, donc évidemment, dans ce grand métabolisme, en fait, le glucose a une part importante. Mais il n'y a pas que le glucose. Mais là, on parle du glucose. Donc, il peut servir de source d'énergie. C'est une première voie numéro 1. Il peut être mis en réserve. C'est une voie numéro 2. Il peut participer à la synthèse d'autres molécules. C'est la voie numéro 3. Et il peut redonner du glucose qui sera exporté vers d'autres cellules. Et ça, ce sera la voie numéro 4. Alors, il y a ce que l'on appelle le favisme
le favisme, c'est quoi? Le favisme, c'est une maladie qui est causée par un déficit enzymatique qui va perturber uniquement la voie numéro 3 de l'utilisation du glucose phosphate. Et la voie numéro 3, eh bien, c'est la voie qui conduit à d'autres synthèses de molécules. Ça veut dire d'autres voies métaboliques. Ça veut dire que les voies 1, 2, 3 sont possibles. Donc production d'énergie est possible s'il y a du favisme. Si la personne est malade d'une maladie que l'on appelle le favisme, le glucose peut quand même produire de l'énergie, il peut quand même être stocké et il peut être exporté. Mais il ne peut pas servir de biosynthèse à d'autres voies métaboliques. Alors la comparaison de modèles moléculaires d'enzymes ayant pour substrat le glucose 6-phosphate va permettre de comprendre pourquoi les autres voies métaboliques ne sont pas affectées par la maladie. Alors en effet, tout à l'heure on a dit il y a une spécificité de substrat. Ça veut dire qu'une enzyme, par exemple, va pouvoir utiliser le glucose 6-phosphate pour produire un produit. Mais une autre enzyme peut utiliser le même substrat. Et de ce fait-là, le glucose 6-phosphate, par exemple, ne donnera pas le même produit que ce qu'a donné l'enzyme numéro 1, l'action de l'enzyme numéro 1. Donc là, on n'est pas dans un cas de spécificité de substrat. Enfin oui, on est dans un cas de spécificité de substrat, mais puisqu'on a plusieurs voies métaboliques possibles à partir du glucose, ça veut bien dire que dans ce panel enzymatique, certaines enzymes vont avoir un site actif qui va pouvoir fixer le substrat. Donc il y aura bien une spécificité de fixation de substrat, mais la spécificité d'action, non, je répète, deux enzymes vont pouvoir avoir la même spécificité de fixation du substrat, mais ne pas avoir la même spécificité d'action. Voilà. Donc ça veut dire que plusieurs enzymes différentes peuvent fixer éventuellement le glucose 6-phosphate. Ce n'est pas un problème. Bon. Et ce qui explique d'ailleurs toutes les différentes voies métaboliques, parce que si par exemple vous prenez le glucose 6-phosphate qui va donner de l'énergie, eh bien vous allez avoir telle ou telle enzyme qui va permettre cette réaction. Si vous prenez le stockage, eh bien vous avez une enzyme ou un panel d'enzymes qui vont permettre le stockage du glucose 6-phosphate. Si vous exportez le glucose vers d'autres cellules, vous allez avoir encore tout un panel d'enzymes qui vont agir pour exporter le glucose 6-phosphate. Et même raisonnement pour la synthèse, vous avez plusieurs types d'enzymes qui peuvent fixer le glucose 6-phosphate. Voilà. Donc si vous réfléchissez bien, vous avez au moins 4 enzymes, au moins, qui peuvent fixer le glucose 6-phosphate, puisqu'il y a 4 voies métaboliques différentes. Je pense que vous avez compris. Donc là, on dit que le favisme, c'est une maladie qui est causée par un déficit enzymatique correspondant à la voie numéro 3, c'est-à-dire la voie de synthèse, qui mène à des synthèses d'autres molécules. Alors, donc je répète que la comparaison de modèles d'enzymes qui ont pour substrat le glucose 6-phosphate permet de comprendre pourquoi les autres voies métaboliques ne sont pas affectées par la maladie. Alors, essayons de comprendre grâce à un protocole qui a été proposé. Il fallait, et vous pouvez essayer de le faire avec LibMol, sélectionner le substrat, donc il sera le glucose 6-phosphate, et l'afficher, par exemple, comme vous voulez, mais en bâtonnet, admettons. Et vous pouvez restreindre l'affichage aux acides aminés localisés autour du substrat. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Et vous allez pouvoir colorer les acides aminés en fonction de leur nature et comparer les enzymes. Alors, que donne cette comparaison? Alors, vous pouvez avoir donc des vues de l'enzyme de la voie numéro 1 que vous allez pouvoir voir sur les moles ou les vues de l'enzyme de la voie numéro 3. Si vous regardez bien, le glucose 6-phosphate est fixé, dans le site. Mais si vous regardez mieux, en fait, vous avez des acides aminés spéciaux au niveau du site actif qui vont permettre la transformation différente du glucose 6-phosphate.
Donc ça veut dire que l'enzyme numéro 1 de la voie numéro 1 va permettre la production d'énergie, donc va bien permettre l'oxydation à plus ou moins long terme du glucose par le dioxygène. Donc l'équipement enzymatique, là, il est fonctionnel. Par contre, pour la voie numéro 3, l'acide aminé, ou plusieurs acides aminés responsables de la transformation du glucose 6-phosphate correspondant à d'autres molécules, puisque on est dans le cas de différents types de métabolisme, c'est ça que le favisme empêche, c'est que le glucose 6-phosphate ne va pas aller agir, entre guillemets, grâce à l'intermédiaire de certaines enzymes, vers la biosynthèse d'autres molécules. Donc autrement dit, dans la voie numéro 3, eh bien, au niveau du site actif, ce qui doit permettre la transformation du glucose 6-phosphate, c'est pas possible. Donc ça veut dire que les 3 autres voies métaboliques sont possibles, mais juste la voie numéro 3 n'est pas possible. Je pense que vous avez compris qu'il y a une spécificité d'action vis-à-vis des 4 voies métaboliques relativement au glucose 6-phosphate. Bon, je pense que vous avez compris. Maintenant, nous voyons qu'il y a une grande diversité d'enzymes, et cette grande diversité est nécessaire pour assurer toutes les réactions métaboliques qui peuvent avoir lieu dans les cellules et dans l'ensemble de l'organisme. Alors, nous allons essayer de résumer ce que nous venons de dire. Donc, les enzymes sont des catalyseurs qui sont très spécialisés, non seulement au niveau du site de fixation, parce qu'il y a une spécificité de substrat, mais également au niveau du site de catalyse, au niveau du site d'action, où il y a une spécificité d'action. La structure tridimensionnelle de l'enzyme, puisque l'enzyme, en fait, au départ, lorsque la transcription qui donne un ARN messager, la maturation des ARN messagers et la traduction de l'ARN messager en protéines dans le cytoplasme se font, lorsque l'ensemble de ces mécanismes se font, on obtient une protéine qui a une séquence primaire. Mais à mesure que les suites, donc au niveau de la traduction, à mesure que les acides aminés s'enchaînent les uns à côté des autres, il peut y avoir établissement d'une structure tertiaire, où il va y avoir des liaisons covalentes ou liaisons faibles hydrogènes, admettons, des ponts disulfure, etc., qui vont faire en sorte que cette enzyme, cette protéine enzymatique, constituée par un enchaînement d'acides aminés, eh bien, elle a une structure tridimensionnelle. Donc on a bien une structure tridimensionnelle des enzymes qui permet d'interagir avec les substrats et qui explique, donc d'où la spécificité de substrat, et ce qui explique également les spécificités en termes de réaction catalytique. Donc on a bien nos 2 spécialisations, spécificité de fixation, spécificité d'action, alors spécificité de fixation d'un substrat bien précis et spécificité d'action parce que le substrat est bien transformé en un produit bien précis. Donc chaque enzyme, autrement dit, est spécialisée dans une catalyse, une biocatalyse bien précise. Donc nous avons mis en évidence cette double spécificité des enzymes et nous avons expliqué sur quoi elles reposent. Donc les explications ont traité sur la spécificité de substrat d'une part et la spécificité d'action d'autre part dans les différentes explications que j'ai pu vous en donner. Donc nous avons vu que la spécificité de substrat, elle est mise en évidence expérimentalement grâce aux expériences analogiques concernant la pepsine et l'amylase, facilement réalisable, ou même dans l'imagination, et donc vous avez pu comprendre que la pepsine et l'amylase ont une spécificité de substrat, et l'origine de la spécificité de substrat, elle apparaît en mettant en relation ces constats expérimentaux avec une visualisation moléculaire à partir d'un logiciel de visualisation moléculaire. Et on a bien mis la relation, on a bien fait une relation entre l'enzyme et son substrat,
que l'on a mis en évidence donc, au niveau du site actif. La spécificité d'action, elle était présentée à partir d'un exemple lié à une problématique de santé. Les données proposées ont amené à mettre en relation des informations afin de découvrir qu'il existe des enzymes qui sont différentes pour différentes voies métaboliques. Donc, par exemple, pour le glucose 6-phosphate. Et on a vu que l'activité catalytique particulière de chacune de ces enzymes est directement liée à la configuration de leur site actif qui va faire en sorte qu'une réaction va pouvoir se produire pour un panel ou pour une enzyme spécifique dans l'une des 4 voies et une autre action va pouvoir se faire dans une autre voie et même chose pour les 2 autres voies. Donc ça veut dire qu'on a 4 voies différentes, on a au moins 4 enzymes différentes qui vont se fixer de manière spécifique le glucose 6-phosphate. Donc là on a bien une spécialisation dans la fixation, spécialisation de substrat. Et ensuite les réactions catalytiques ne sont pas les mêmes et c'est là où on parle de spécificité d'action. Donc il y a au moins 4. Ce sont des exemples que je vous donne. Attention, ce n'est pas une généralité. Alors, donc je vous répète une dernière fois pour que vous ayez bien compris. La pepsine et l'amylase sont 2 enzymes. Elles catalysent toutes 2 des réactions d'hydrolyse de macromolécules, que sont l'ovalbumine, par exemple, et l'amidon, par exemple. On a constaté que la pepsine agissait sur l'ovalbumine, mais pas sur l'amidon. Alors je répète, évidemment, je l'ai déjà dit tout ça. Tandis que l'amylase agit sur l'amidon, mais pas sur l'ovalbumine. Et cette expérience met en évidence la spécificité de substrat. C'est-à-dire qu'une enzyme n'agit que sur un substrat déterminé, celui qui a une forme particulière qui sera adaptée à celle de son site actif. Donc il y a bien une fixation. Ensuite, les enzymes présentent une fixation spécifique. Donc les enzymes présentées agissent lorsque l'on a parlé des 4 voies métaboliques. Donc on a vu que les enzymes présentées agissaient. On a imaginé une enzyme 1, 2, 3, 4 en fait. On n'a pas dit les noms d'enzymes. Parce que bon, c'est quand même assez complexe et ce n'est pas l'objet de complexifier le cours aujourd'hui. Donc les enzymes énumérés, 1, 2, 3, 4 on va dire, ils agissent sur le même substrat qui est le glucose 6-phosphate. Alors là, vous allez pouvoir dire, mais il n'y a pas de spécificité de substrat. Mais si, quand même, parce que plusieurs enzymes différentes peuvent fixer de manière spécifique un même substrat. Mais ça ne veut pas dire que la biocatalyse sera la même. Et d'ailleurs, au niveau des 4 voies métaboliques, la biocatalyse n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à partir du substrat de départ, les produits ne seront pas les mêmes. Donc je répète que les enzymes agissent, donc les 4 types d'enzymes agissent sur le même substrat qui est le glucose 6-phosphate, et les 2 modèles moléculaires que l'on a mis en évidence montrent que les 2 enzymes possèdent chacune un site actif dans lequel le glucose 6-phosphate peut se fixer. Bon, donc 2 enzymes différentes, fixation du même substrat. Pourtant, elles n'ont pas le même site actif. Ça veut dire qu'on a fixé, le substrat s'est fixé, le glucose 6-phosphate s'est fixé, sur 2 sites actifs qui sont différents. Mais la fixation a pu se faire quand même. Par exemple, si je prends mes mains, j'accroche quelque chose, mais si je donne une autre conformation à ma main, je peux l'accrocher aussi. Ça veut dire que je n'ai pas du tout la même chose dans les 2 cas, mais je peux accrocher quelque chose. Ça ne veut pas dire que la spécificité de réaction après sera la même. Donc elles n'ont pas le même site actif, et la composition en acides aminés n'est pas la même. Bon. Les acides aminés actifs n'étant pas les mêmes, ils ne permettent pas la réalisation de la même réaction chimique chez les 2 enzymes. Donc on a bien 2 spécificités d'action pour une non-spécificité de substrat. Étrange. Donc chaque enzyme
possède donc sa spécificité d'action, ce qui veut dire qu'elle catalyse une réaction chimique bien déterminée et transforme le substrat en un produit lui aussi bien déterminé, bien spécifique. Donc, si nous revenons à la problématique, nous voyons que les 3 voies métaboliques font appel à des enzymes spécifiques, et c'est pour cette raison que les voies autres que la voie numéro 3 ne sont pas affectées par le déficit enzymatique associé au favisme. Bon, voilà, donc nous avons compris globalement qu'au niveau des enzymes, il y a 2 types de spécificité. Donc les enzymes sont des catalyseurs spécialisés. C'est en ce sens qu'ils sont spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont une spécificité de substrat et une spécificité d'action. C'est globalement uniquement ce qu'il y a à retenir de ce cours. Donc, et comme il y a un nombre incalculable de réactions biochimiques qui constituent le métabolisme, en fait, à l'intérieur d'une cellule et encore plus à l'intérieur d'un organisme tout entier, dans chacune des cellules, eh bien, ça veut dire qu'il y a une très très grande diversité de l'équipement enzymatique d'un organisme précis. Chaque enzyme ayant cette double spécificité, donc de substrat et d'action, on comprend bien que l'organisme va pouvoir, selon les organes, assurer une spécialisation tout à fait normale et évidente. Une cellule cardiaque, par exemple, n'a pas le même panel enzymatique qu'une cellule rénale ou qu'une cellule de peau. Mais chacune des cellules va fonctionner de manière optimale, du moins s'il n'y a pas de problème. Et puis, bien, le métabolisme étant assuré, la vie de la cellule spécialisée est assurée et l'ensemble de l'organisme peut fonctionner de manière optimale. Donc voilà, les enzymes, des catalyseurs très spécialisés, 2 types de spécialisation, fixation, biocatalyse, réaction. Le cours est terminé. Merci, bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt dans un autre cours.